Moi, je veux poucave Clément sur un truc. Clément, il dit Disney et il dit Mufasa. Voilà. Ah. Oui, mais toi, tu dis Mufasa. oui. Et tu dis oui et tu dis source J'ai code. dit oui. Bah oui. Oui, bah Romain, il dit bon d'annonce. Hein. Ah ouais, on en est là pour commencer à critiquer les accents des gens là. Non, c'est pas des accents. Tu regardes la phonétique dans le dictionnaire et voilà. Alors qu'il est ma soeur, mais si je commence à parler comme chez moi là, mais tu vas pas comprendre d'où ça vient là. Je vais Tu veux m'énerver. dire en Asie? Je vais faire bonjour à tous et à toutes. Il est bon ou quoi? Vous voulez qu'on parle de bonne annonce aujourd'hui? Bon, on va faire Midsommar, là, okay, c'est un film. Mais alors, Ari Aster, là, avec son film Hérédité au début, là, mais j'ai été choqué carrément. Ça parle comme ça au Vietnam. Eh ben, Ouais, première oui, nouvelle. Oui, dans ma contrée du Vietnam, dans le sud-est du Vietnam. Toi, tu viens d'où, toi, du On Vietnam? dirait la Luciole dans La Princesse et la Grenouille. Putain. Moi, Corée du Sud, pourquoi? Corée du Sud au Vietnam. Ah, je crois que t'étais. Bah non, je viens pas du Vietnam, je viens de t'es Corée du coréenne. Ah, Sud. parce que toi aussi tu penses que l'Asie c'est un pays? Mais L'Asie, c'est un pays. L'Asie, c'est un pays. Et d'ailleurs, la capitale, c'est la Chine. Ah, c'est pas le Vietnam, la capitale? Putain, je comprends plus rien. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Fetabea, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce Sans aucune objectivité. Aujourd'hui, entrez dans le cercle pour une réunion spirituelle autour de la BA de Midsommar. Chers amis, chers convives, avant de procéder à la cérémonie, place au rituel sacré des présentations des plus fidèles partisans du haut grand Dieu Fetabea, avec qui nous lèverons le voile sur la possible duplicité des simulacres cinématographiques tapis dans la vouste céleste des sorties de l'été. Blockbusterus Douilus Maximus. Avec moi autour de la grande table ronde, notre disciple Clémence que je recueillis alors qu'elle était oppressée par le patriarcat de cette société. La douille, mes amis, nourrit notre imaginaire cinéphile. Fetabea a changé ma vision du cinéma. Gloire au grand Dieu Fetabea. Le disciple Kevin aussi est là. Jeune, petit adolescent, je l'ai retrouvé dans la forêt. Il essayait de manger des racines. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, rappelez-vous qu'avec Fetabea, nous apprenons à délivrer nos âmes du rouleau cosmique dont on ne voit que le bout. Au travers de voyages astraux qui synchronisent nos esprits avec les réalités transcendantales, afin de lutter contre les attaques karmiques des douilles eucharistiques. Gloire au grand Dieu Fetabea. Récemment arrivé, notre disciple Johanna est également autour de nous. Nudité, équité, promiscuité, pour trouver une vie qui fait sens. Et ça fait sens. De sa blancheur à en faire pâlir les Bretons, notre disciple Bruno est également là. Amène tes potes, ne sois pas chaste, et rejoins le seul et unique vrai podcast, Fetabea. Gloire au grand Dieu. Douilus Maximus. Clément, ô toi grand disciple, annonce-toi. Combattons Douilus Maximus. Prions, ô toi, chef-d'œuvrus, que ta lumière brune nous guide vers moins de constipation cinématographique. Gloire au grand Dieu Fetabea. Missionnaire ces derniers temps à Bali, partant de Kuta au Boud, au Puta Chufoufou hier. Notre disciple Marion est de retour. Made in Taiwan. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre le cercle des adorateurs du grand Dieu Fetabea et atteindre la puissance du zéro objectivité, rien de plus simple. Envoyez-nous simplement une photo recto verso de votre carte bancaire. C'est une simple formalité, mais j'insiste sur le recto verso.
Offre soumise à conditions particulières et obligatoire à taux variable, immuable et plus renouvellement mensuel automatique, toutes taxes comprises. Voir conditions en magasin. Gloire au grand Dieu, fais ta BA. Bonjour à tous et à toutes et à toutes. Comment ça va? Bon, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on embarque dans une secte communauté pseudo-schlag. Mais totalement Car suédoise. nous allons faire la BA de Midsommar, qui est le deuxième film de Ari Aster après le troublant mais néanmoins remarquable Hérédité. Mais on fera aussi un petit point également sur la société de production, la petite boîte A24 qui nous a fait des petites pépites ces derniers temps. Puis, deuxième partie d'émission, on refait un détour dans ce royaume mystérieux et sauvage. L'Afrique. Qui est l'Afrique pour le match retour du Roi Lion version 2019. Et spoiler alert, on aurait pu clairement appeler ça CTRL-C, CTRL-V, le film. Voilà. Explique peut-être la référence aux non-informaticiens. Aux non-informaticiens, c'est un copier-coller. C'est copier-coller le film. Merci, j'ai tout compris. Voilà, car c'était un remake. Bref, on vous invite aussi à écouter l'épisode 12 pour mieux comprendre ce qu'on va dire. Et je vous invite aussi à regarder la BA qui est en lien dans la description, celle de Midsommar, qu'on va se faire tout de suite. Alors, un petit festival en Suède, ça vous tente? Ouais, au soleil. Eh ben alors, let's go to street right now pour la BA de Midsommar. Ça tombe bien, Midsommar, Midsummer, milieu de l'été, comme dans la vraie vie, c'est rigolo. On est dans le thème. C'est gaulerie. Voilà, allez, c'est parti. Franchement, c'est trop cool. I told you that I want to go to that festival in Sweden. Oh, you said it would be cool to go. Yeah, and then I got the opportunity and I decided Look, to I do don't mind it. you going. I just wish you would have told me. That's all. Dude, she needs a therapist. You've been wanting out of this stupid relationship for like a year now. And don't forget about all of the beautiful Swedish women you'll meet in June. Okay, guys. That's not her again. Seriously? Babe, what's happening? Danny. I invited Danny to come to Sweden. You know what she's been going through. Christian says you've got this special week planned. It's sort of a crazy festival. Special ceremonies and dressing up. That sounds fun. Unbelievable. Welcome and happy midsummer. Skål! It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate. I want to go. Absolutely not. What's happening? I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. Une BA, ma foi, très intrigante sur laquelle on va pouvoir se faire beaucoup de films. Donc, Ouais, voilà. elle est super riche, il y a plein de trucs à dire. Ouais, pouloulou. Mais avant toute chose, comme vous le savez déjà, je vais faire appel à notre gourou artificiel à nous. Il s'agit bien entendu d'El Calculator qui nous a compté le nombre de plans pour cette BA. C'est moi, c'est moi. Bonjour les amis. Bonjour, El Calculator. Bonjour, El Calculator. Dans Midsommar, il y a 91 plans 2 minutes 24, soit 0,6 plans par seconde. C'est une moyenne basse. Ah oui, bah, c'est une moyenne plutôt agréable en fait. C'est un peu la moyenne bonne annonce, c'est ça, El Calculator. Oui, ça pose une ambiance, malgré une accélération du rythme des plans pour oppresser le spectateur à la fin. Ah, ça y est, tu rentres aussi dans la critique toi aussi. Il devient cinéphile. Ouais, c'est clair, il s'améliore de semaine en semaine, Ouais. bravo. Mais je lui ai mis un système qui permet d'apprendre jour après C'est jour. beau, Ouais. l'IA. Ouais, Ouais. Mais un jour, il sera meilleur que toi, fais gaffe, Romain. Ça m'étonnerait. Hein, le Calculator Ouais, voilà, vous voyez, c'est bien ce que j'étais en train de dire. El Calculator, il me semble que tu as eu aussi un passé avec une secte. Tu as été endoctriné à une époque. J'ai quitté la secte de Mac pour rejoindre la secte PC. Ah, t'es passé d'une secte à une autre. Tu t'es pas libéré. Pas encore, je suis sous le joug de Romain. Oui, je suis son gourou. Bon, allez, Calculator, tu vas me faire un café maintenant. Salut. Un allongé, comme d'habitude. Toujours.
sans sucre. Très bien, j'y vais. Allez. Tout de suite. Salut. Au revoir, le Vous calculateur. voulez du thé ? Non, tais-toi et le calculateur. Alors. D'accord. Salut. Alors. Au revoir. Allez, salut. Ouh là là. Au revoir, le Il calculateur. est vite énervant. Avec du sucre. Oui, oh là. Et débranche-le, Johanna, s'il te plaît. Alors la BA s'ouvre sur le logo A24 tout fleuri. Voilà, je voulais juste en parler vite fait, même si C'est une autoroute ? Oh c'est une toute petite feuille de papier. c'est nul. C'est quoi cette blague ? Et qui annonce aussi directement l'annonce d'un festival en Suède et qui me raconte un peu cette scène d'intro là. C'est pas dans le festival, c'est un couple qui se dispute sur le fait d'aller au festival. Ouais, c'est le mec qui dit écoute, je vais au festival et tout, et puis la nana elle fait ah ouais, mais t'aurais pu me le dire, moi ça me dérange pas que t'y ailles, mais j'aurais bien aimé que tu me le dises. Voilà. C'est ça. On comprend qu'il y a c'est un couple, ils sont ensemble depuis un moment et que elle est un peu en mode possessive peut-être. Ou pas, hein, peut-être que juste il dit pas les choses. Ou peut-être qu'il est menteur et cachotier. Il y a un problème de communication. Exactement, on sent qu'il y a un problème dans le couple. couple. Oui. Il y a clairement un problème. On a une petite musique qui monte là. Et là, j'aime bien. Déjà, juste quelques notes. Moi, ça j'aime fout bien. Les frissons là. Petite musique mononote là. Un peu la Joker dans Dark Knight là, qui commence ça à te met monter. une ambiance directe. Direct, on sait où est-ce qu'on est. Bon, là pour l'instant, on est ancré dans quelque chose de assez occidental. On est dans un petit appart qui a l'air plutôt sympa et tout. Ouais, c'est la Suède, son Occident aussi. Hein, et le couple se dispute. On voit des amis qui sont au resto et qui jouent un peu les psychologues, genre en mode ouais, non, ta meuf elle est relou, frère, elle veut nous empêcher d'aller au Hellfest. Oui, c'est pas les psychologues, c'est les égoïstes de service. Festoche, c'est pas le Hellfest. Hein. Après, ils parlent pas trop de lui. Hein. Enfin, ils lui disent plus toi. T'empêches pas de venir au festival à cause de ta meuf et tout. Mais je trouve qu'on a l'impression que c'est elle le problème au départ. En fait, que là qu'elle le harcèle parce qu'ils font une référence sur le fait que ça fait 10 fois qu'elle l'appelle au téléphone, on a l'impression que ça va venir d'elle en fait. Ouais, mais peut-être qu'il y a un passif du coup entre eux. Ah là là, ouais, excusez-moi, je dois intervenir dans tout ça. Moi, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à un plan de potes qui en ont rien à foutre qui ont aucune empathie vis-à-vis de la meuf du mec. Elle a l'air d'être un peu mal dans sa peau. Il y a certainement des raisons. Voilà, je ne veux pas prendre sa défense, non, je suis mais bien d'accord ils ont l'air vachement si. dans le manque d'empathie et Girl assez power. égoïstes quand même, en mode bon bah nous on va profiter des nanas en Suède quoi. Ouais, et ça fait clairement les potes qui aiment pas la copine de leur ami. Avec des préjugés. Ça fait 4 ans que t'es avec ta meuf, tu vas quand même pas la ramener sinon on pourra pas se taper d'autres meufs quoi. Exactement, en même temps, merci. on va pas casser les couilles hein. Moi ça me parle. Non mais et peut-être qu'aussi il lui casse les ovaires à cette fille. Le numéro de Romain est toujours en description de l'épisode. Ah, on va pas c'est le continuer sur cette 06 blague. 28 42 52 72. L'appelez pas, hein, c'est pas moi, vous allez faire chez quelqu'un pour rien. Mais si, appelez-le, on sait jamais. Si non. Bon, et là il se passe quelque chose qui fait que la meuf finalement va venir à ce festival. Et on ne sait pas ce que c'est, mais ça, à mon avis, ça a un lien avec quelque chose d'assez dramatique, comme par exemple des règles douloureuses. La perte de son chat. Ou manger de la truite saumonée au lieu du saumon. Non, clairement. Mais elle se fait blague. convaincre par son pote. Ouais, sans justement. blague, elle a dû perdre quelqu'un de très proche de sa famille. Et, ouais, c'est un drame elle a besoin de prendre un peu l'air. C'est ça. C'est ça. Hein. Et du coup, elle part avec eux. Ouais, après, c'est peut-être aussi que son mec, pour trancher, il lui a dit ben viens, et comme ça, moi j'y vais et tout le monde est content. J'y vais, tu me surveilles, tout le monde est content. Il n'y a plus rien qui te retient ici. Oh là là, mais c'est quoi cette relation amicale, couple? C'est déjà chelou, hein. C'est assez bizarre. Enfin bon, bref, il se casse. Et là, ce que j'aime bien, et c'est très joli visuellement, c'est qu'on a un joli jeu de montage où on la voit aller aux toilettes. Et les toilettes, en fait, sont des toilettes d'avion. Et ensuite, on raccorde direct dans un avion et ils sont déjà en voyage pour la Suède. Et je pense que c'est dans le film, c'est comme ça, c'est pas une subtilité de montage de ouais, j'ai eu bande-annonce. l'impression aussi, ouais. Et c'est super bien foutu parce qu'en plus, il y a clairement un faux raccord Vêtements. avoué, montré, qui est elle passe d'un sweatshirt bleu à un t-shirt rose. Et Harry Astor, il est malin. Il fait ça pour nous troubler. Et oui, on est déjà un peu perdu, rien que dans l'espace et dans la chronologie et tout. Et donc, on arrive en Suède. Et il y a un de leurs potes qui a déjà tout prévu, en fait, qui leur a planifié la semaine au festival. Avant qu'ils arrivent sur le festival, il y a un plan où ils sont en voiture. On sent que c'est pas l'ambiance entre eux. Il y a des concessions faites entre tout le monde du fait que la nana est là, qu'ils sont quand même entre groupes de potes, etc. Et il y a un plan sur la banderole d'entrée au festival et ce plan est inversé. C'est très perturbant aussi niveau spatialité. Il est à l'envers. Ouais. Et qu'est-ce qui a marqué sur cette banderole justement, Clémence? Je sais plus. Ah. J'ai pas regardé. Un schlag, le fruit d'un truc. Il y a marqué Haslingland. Haslingland. Alors moi, comme je suis plutôt calé en Suède, je vais vous faire un peu le topo de ce que c'est. Le Suède, c'est la langue des Suédois, c'est ça?
Hormis Ikea et SoundCloud, hein, ils ont fait autre chose, hein, les Suédois. Le Hälsingland est une province historique, landskap, du centre de la Suède. Il est riverain du golfe de Botnie et frontalier des provinces de Gästrikland, Dalekarli, et Medelpad. Je suis désolé s'il y a des Suédois qui nous écoutent, je suis pas parce que moi, à part dire les noms de meubles, je sais pas dire grand-chose. La principale ville de la province est Hudiksvall. Ok. Voilà. Super. Donc on peut en déduire que... C'est dans un trou paumé. Et je vais vous parler aussi un peu architecture parce que le Hälsingland est connu pour ses magnifiques demeures rurales. Et c'est un exemple de l'ancienne tradition suédoise de construction en bois. D'accord. Qui permet de faire la transition sur la suite. Attends, je voulais quand même dire un truc justement sur ce plan inversé, c'est que en fait ça fait vachement penser au plan qu'on a dans tous les films un peu d'horreur ou thriller où il y a une fatalité qui est introduite dès le départ avec une voiture qui roule sur la route et on sent que les gens vont vers leur destin tragique. Genre Shining. Voilà. Exactement, Shining ou Get Funny Out. Games US ou Get Out ou plein d'autres films dans le même genre. Et donc là, on pense bien à ça et en même temps, comme c'est inversé, on voit clairement qu'on est dans un film qui joue avec nos repères et qui... Moi, ça m'a rappelé Devil retourne le de truc. M. Night Shyamalan, c'est où t'as le plan sur la ville à l'envers comme ça. Ouais. Devil, Devil, c'est pas un film de Night Shyamalan, c'est produit par oui, Shyamalan. de son école Shyamalan. C'est le truc avec l'ascenseur là. Ouais. Ah oui, exact, dans l'ascenseur. Ouais, c'est ça, il y a le diable dans l'ascenseur et tout. Ah ouais, mais elle est où la voiture? Elle rentre dans l'ascenseur, la voiture? Non, c'est un plan de la ville à l'envers, comme ça où tu descends dessus. Ah, ok. C'est le plan où tu descends sur la ville, mais sauf c'est à l'envers, c'est assez cool. Mais c'est quand même un film où il t'explique que les tartines retombent sur le côté de confiture, c'est à cause du diable, mon gars, c'est de la merde. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce passage. Et ça me fait penser à un truc d'ailleurs, c'est peut-être un peu l'idée que si c'est des Américains, ils vont genre à l'autre bout du monde, et quand tu vas à l'autre bout du monde, clairement, c'est comme si la Terre était à l'envers et tout était inversé. Enfin là, je pars loin, mais en gros, ils partent de l'autre côté de la Terre. Je crois que ça fait plutôt effet, tu rentres dans un autre monde, tu vois. Oui, et c'est ça justement. Et on est directement sur un cut géographique assez fort parce qu'ils arrivent justement à ce festival. Et là, on découvre le festival qui se passe du coup en midsummer, donc on comprend que en fait le jour dure très très longtemps à ce moment-là de l'année là-bas. C'est le solstice, ouais. Et ils arrivent dans une espèce de prairie ultra jolie avec de très belles maisons en bois, des décorations florales et des gens qui sont tout habillés en blanc. Ouais. Et donc, néanmoins, justement, il y a ce côté paysage hyper surexposé, c'est très lumineux, mais on reste quand même dans l'ambiance assez glauque qu'il y a depuis le début de la bande-annonce. Donc on sent déjà que ça va être un film où l'ambiance va être très très importante. Et sans parler que la musique en plus est toujours là, omniprésente, et qu'elle va s'exciter en plus par la suite. Et je trouve que le fait que ça soit surexposé, c'est intéressant parce que ça te dit tu vas tout voir. C'est ça, exactement. Et je trouve ça intéressant. Et ça réside avant tout sur le malaise psychologique en fait, c'est sur le malaise des personnages qui arrivent là. Mais ça fait penser à Shining beaucoup, qui se passe en plein jour tout le temps en fait aussi. C'est assez novateur en fait parce que la plupart des films d'horreur qu'on voit aujourd'hui ça se passe dans le noir, c'est des univers très sombres et tout, et là en fait ça en devient inquiétant alors qu'on est en plein soleil avec des fleurs et des nanas qui rigolent en train de faire des rondes. Bah, c'est un peu comme The Wicker Man en fait. Ouais, et ils tapent des shots parce qu'il faut pas oublier que c'est un festival, donc dès qu'ils arrivent, bim, skål. Et donc, c'est un festival de quoi? C'est un festival des fleurs, ça on n'a pas compris. Hein. Bah on sait pas vraiment, c'est un festival qui se passe tous les 90 ans, c'est ce qui est dit dans la BA, donc déjà on est sur quelque chose d'assez rare, hein. Je crois pas qu'il existe des festivals avec autant d'écart. Bah ça c'est satanique, hein, forcément. Ah, il va y avoir du pentacle, attention, accrochez-vous. Je crois pas, c'est des Suédois, ça va être des trucs païens ça. Et donc pour revenir à la musique, et là les violons s'excitent, hein. On rajoute une couche dans l'ambiance, on est dans un nouveau décor. Et juste à ce moment-là, ça enchaîne avec une nana qui est déjà présente au festival, qui a l'air de faire partie du crew, qui lui donne un petit coup de pied genre hey, je suis là, avec un sourire très inquiétant. Ah, c'est au mec de l'héroïne. Ouais. J'ai l'impression en tout cas. Ouais. C'est pour ça qu'elle lui fait un petit regard après. Elle fait la farandole et tout, et puis là elle lui met un petit kick dans les poignées d'amour, et puis elle lui dit bonjour bel étranger, je suis fertile. C'est ça. C'est une très bonne punchline. C'est ça, j'ai fait ça pour ça, clairement. Je sens qu'il y a un truc de... Donc, est-ce que vous avez déjà des idées sur de où, de quoi, d'où est-ce qu'on va à ce moment-là Moi j'ai l'impression que ça va être un truc vraiment sur le paganisme et sur le côté, si tu veux, renaissance de la nature, et avec peut-être un enfant qui va être le dieu de la forêt. Avec carrément des relents New Age, les sectes New Age qu'il y a eu dans les années 90-2000, avec une espèce de philosophie derrière. Ça fait penser au Rajnichien. Mystique, ou à Raël, ou les trucs comme ça. Ouais, moi je pense à un truc sataniste. En plus, si c'est sur le fait que ce soit le plein jour pendant. C'est combien de temps? C'est quoi la période?
1 mois, 2 mois là. C'est le solstice de je sais pas quoi là. Alors le solstice c'est une journée, mais après je crois qu'il fait jour très longtemps. Quelques mois. L'été dans les pays. Il y a pas la nuit qui arrive et moi j'imagine bien justement un truc de naissance de d'Antéchrist machin et que le final tout se passe dans le jour et que le final ce soit la nuit avec la naissance et que ce soit un gros cataclysme de ouf, tu vois. Je pense pas que ça soit sataniste, il y a des ruines mec. Non, mais parce que tu vois, satanisme d'un point de vue général, le côté même, peu importe la culture mais même tu vois l'image inversée de la banderole à l'envers, t'as quand même le côté sataniste un peu religieux. Après, c'est vrai qu'il y a une croix d'inversion des valeurs. T'as raison, peut-être. Les étoiles à l'envers et tout dans le satanisme. Les étoiles à l'envers, si tu regardes, à un moment, ils dansent, mais pas comme tu danserais. Justement, on y arrive. On y arrive à ce rituel parce que là, la bande-annonce s'emballe. Hein, on est clairement dans un ton horrifique et c'est ce que va annoncer la musique et l'enchaînement des plans. On voit des rituels autour des poteaux. Il y a les violons qui s'emballent. Du sang sur une stèle. Une danse en spirale aussi. Des hurlements, des pleurs. Commence à annoncer des événements, tomorrow is a big day, demain ça va être un grand jour. L'autre qui panique en mode c'est effrayant, est-ce que ça va être effrayant? Il y a la grande croix en fleurs là ils aussi. Ils boivent une boisson, on dirait du GHB, qui leur fait des effets complètement chelous. Il y a un côté sacrificiel aussi parce qu'elle regarde en l'air, t'as l'impression en fait on voit un grand marteau se lever à ce moment-là, donc t'as l'impression qu'en fait ils vont sacrifier quelqu'un. Et comme tu disais Marion, il y a des pleurs, on voit notre héroïne qui est toujours pas très bien et en fait on a l'impression qu'il y a un côté très cathartique. Ouais, et Dani, elle s'appelle Dani, la jeune fille, parce qu'on le voit un moment sur le téléphone au tout début. Et Dani a l'air d'être la seule qui est préoccupée par cette ambiance un peu chelou et un peu glauque et tout, et qui veut se barrer. Et la bande-annonce subtilement nous présente quelques personnages, et notamment 2 vieux là, une meuf et un gars, qui ont l'air d'être les gourous en lui disant non, tu t'en sortiras pas et tout. Et en fait il y a un autre de leurs copains qui se rend compte en fait que ça va pas, qui lui dit mais tu savais tout ça, c'est pour ça que t'es en train de culpabiliser, et en fait effectivement il y a un de leurs potes qui les a entraînés là-dedans et qui a l'air de savoir comment ça va se passer depuis le début. Il a enfilé une tunique blanche complètement, donc lui il fait complètement partie du jeu en fait. Totalement. Ouais, j'allais rebondir dessus. La toute première fois que j'ai vu la bande-annonce, j'ai eu l'impression que tout le monde était au courant, tous les potes. Ils s'étaient un peu préparés à ce festival, à part l'héroïne. Si ça se trouve, ils ont fait genre, ils voulaient pas l'emmener, et en fait, c'est un piège pour s'en débarrasser. Ah, Bill. À préciser que A24, donc la boîte de prod, a aussi produit Spring Breakers, et c'est étonnant parce que les 2 films se font écho. C'est-à-dire que dans Spring Breakers, il y a aussi un personnage qui au début veut aller au festival, mais avec des intentions plus pures, on va dire, que les autres, et qui va finir par partir. Selena Gomez. Ouais, c'est Selena Gomez. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle voulait peut-être faire la fête dans un festival, mais certainement pas se retrouver là-dedans. Et j'ai l'impression que c'est un Spring Breakers inversé, dans le sens où là, le but, c'est de devenir pur. De se purifier par des rites païens, alors que dans Spring Breakers le but c'était la débauche ultime. Et juste pour finir et pour terminer la BA, pour parler un peu de toutes ces images qui ont peut-être fait bugger le calculateur à ce moment là, parce que ça s'enchaîne pas mal, et je tiens à mettre un point sur la musique que moi j'ai trouvé ultra cool et qui est hyper emballé. En fait cette BA en gros m'a super emballé, et donc là on a la musique qui bombarde et tout, on voit des gars qui balancent des tambours, on voit une scène de lévitation, enfin du moins on voit juste des pieds se lever du sol, ou de pendaison, on sait pas. Oui, en fait ou de pendaison. En fait tout ça c'est une ambiance qui est quand même assez proche de Hérédité, parce que je l'ai pas revu mais je l'avais vu au ciné, et j'ai l'impression que la musique c'était un peu dans l'esprit aussi, la même ambiance dans la bande-annonce, et même le côté lévitation, sans rien spoiler, dans Hérédité il y avait un côté très assumé du fantastique aussi, et je pense que c'est voilà, des scènes de danse, des scènes de rituels, d'apparition aussi. On a des plans un peu à la Donnie Darko avec le décor qui se transforme avec le gars qui est perdu, mais je pense que c'est dû aussi à la boisson qu'ils ont ingurgitée. On a une scène de thérapie par les pleurs, enfin tout est c'est de plus en plus cru en fait, les images deviennent de plus en plus crues jusqu'à s'arrêter sur la dernière image d'une personne qui a fait certatement une intoxication des cacahuètes. C'est difforme. Il s'est fait piquer par une guêpe. Une guêpe. On voit aussi qu'il joue au loto, parce que bon, pas perdre les vraies valeurs. Il y a une petite boule qui tombe là. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Non, mais ça c'est la partie de bingo hebdomadaire, voyons, dans tous les festivals. Faut bien s'amuser quand même. Dissection d'ours et tout. Enfin bref, on est sur un truc qui a l'air totalement étrange, mais qui a l'air totalement bien foutu. Et bref, ça m'a emballé. Moi, voilà, ça me donne méga envie.
et surtout d'essayer de découvrir, comme tu disais Marion, pourquoi Elephant Man apparaît à la fin de cette BA. Alors ça, c'est peut-être un piège, hein, parce que le problème, c'est qu'on voit juste une image et c'est typiquement le genre de truc où on projette quelque chose, on se dit, on n'a aucune idée, on ne sait pas si ça va être quelque chose d'important ou si ça va être juste être anecdotique, et c'est hyper dur de prévoir. Ce plan, cette image, en fait, je suis d'accord avec toi, mais en zappant après, en regardant les trailers, c'est l'image d'accroche des autres trailers, en fait, c'est le thumbnail, donc je sais pas, ça a l'air d'être important. Mais est-ce que c'est pas juste pour attirer, enfin je veux dire, tu vois, ça reste quand même un film d'horreur assez quali, donc pour attirer le grand public, est-ce qu'il n'y a pas aussi c'est une image forte en fait, effectivement. Pour Hérédité, il avait mis vachement l'accent sur la jeune fille là qui est pas gâtée par la vie, et alors que le film ne tourne pas forcément que autour d'elle. Donc voilà. Et vous, ça vous donne envie ou pas cette BA? Ouais, clairement. Et je trouve que ça donne même envie de voir ce qu'il a fait avant. Moi, j'ai pas vu Hérédité et j'ai regardé la bande-annonce directe parce que je trouve qu'il y a un vrai style et que ça change des films d'horreur classiques qu'on peut voir. Moi, j'adore ça et je suis rarement surprise ces dernières années. À part Conjuring qui m'avait fait un peu flipper, je trouve que globalement, c'est un peu tout le temps la même chose. Et là, ça change. C'est un univers inquiétant. Comme je disais, le côté tout en lumière... qui joue pas du tout avec les codes du film d'horreur justement, qui est aux antipodes, c'est hyper intriguant et on a envie de se laisser surprendre pas seulement par la peur mais aussi par l'intrigue, par ce qui se cache derrière au niveau scénar quoi. C'est intéressant que t'aies pas vu Hérédité parce que justement tu décris bien le truc, ce qui est la force d'Ari Aster je trouve dans Hérédité, c'est que c'est très psychologique, c'est de l'horreur qui surprend et qui fait peur par la psychologie et le malaise. Que j'adore, faut que je le vois au-delà du jumpscare ou quoi que ce soit. Et ce qui est intéressant, c'est que là où tu dis que là c'est hyper lumineux, Hérédité est hyper sombre. Il est à l'opposé du spectre, mais il est tout aussi ouf. Je te conseille de le voir. Ok. Alors moi j'ai très envie de voir ce film. Déjà, il y a un truc qu'on voit pas dans la bande-annonce, on voit pas de jumpscare. Ah si, il y en a juste un vite fait. À un moment, elle craque une allumette dans le miroir. Ouais, mais c'est pas vraiment un jumpscare parce que dans les jumpscares, t'as un changement de plan pour te faire sursauter et tout. Là, on voit une apparition et ça joue vachement. Et vu que y a pas ça, je me dis je vais voir un film d'horreur complètement. On va reparler quand on va faire un petit topo sur Hérédité, mais c'est pas du tout sa signature le jumpscare à Ari Aster non plus. Et mais ça me hype vraiment parce que j'ai vraiment l'impression que je vais voir un film d'horreur différent. Ça donne très envie. Ah, ça fait plaisir de revoir des sourires sur des visages. Là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des BA qui nous emballaient. Depuis Parasite, on n'avait pas eu une BA aussi innovante, clairement. Et oui, ça donne envie de découvrir le scénario. Moi, j'espère que ça va aller très loin, que ça va être très radical et très violent. Et je pense que oui. Yeah. Kevin, toi? Moi, j'ai vraiment hâte de le voir. Moi, j'ai vu Hérédité, que j'ai adoré. Très très bon film d'horreur. Moi je suis fan de films d'horreur en plus, donc ça me fait toujours plaisir de voir des films qui tombent pas dans les travers des Blumhouse et compagnie, jumpscare toutes les 2 secondes là, c'est un peu fatigant. Je trouve que c'est un peu facile de faire peur comme ça. Et je m'attends un peu à quelque chose comme Hérédité, c'est-à-dire très psychologique, très angoisse, et qui à mon avis va explorer des choses qu'on n'appréhende même pas avec la bande-annonce. C'est ça. Bruno? Eh ben, comme vous tous, je suis un peu blasé des films d'horreur aussi alors que j'aime beaucoup. Et moi, depuis les 2 Conjuring, il n'y a rien qui m'a fait peur. En plus, les films ne font pas beaucoup peur. En général, les Conjuring, c'est les seuls qui m'ont fait bien flipper. Et là, ça a l'air d'être un film qui pose une ambiance et qui va te retourner. Et vous arrêtez pas de me vendre Hérédité. Et j'ai hâte, je l'ai pas vu, j'ai hâte qu'on le regarde juste après le podcast. Voilà, juste pour ceux qui nous écoutent, on va le regarder pour ceux qui l'ont pas vu juste après. Là. Et j'espère pas être déçu parce qu'après il y a le SDA du coup. Mais non, là, en tout cas, le SDA qui est, pour le rappeler, le syndrome de l'attente. Hein. Mais non, là, la BA, je l'ai vue ce matin, je l'avais pas vu avant, j'avais pas beaucoup préparé et ça m'a bien hypé. Ça a l'air très intelligent en fait. Ça a l'air aussi très beau, visuellement et techniquement parlant. Ouais. Et bien joué. Ouais. La nana qui porte le film, elle avait déjà eu une. Je me souviens pas du nom du film, mais elle avait déjà été saluée par la critique pour son rôle. C'était, je crois que ça se passait à l'époque victorienne. Elle est rousse dans le film. Je retrouverai. En tout cas, elle est très jolie. Ils l'ont salué, genre ils sont venus, ils lui ont fait un check. C'est ça. Bravo, meuf. Je vais essayer de retrouver ça. Ouais. Donc pour revenir sur Hérédité, Hérédité, c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit film d'horreur. Le premier film de Ari Aster justement, qui a très 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 bien fonctionné et qui a bien marqué les critiques qui ont été assez dithyrambiques parce que c'est innovant, parce que c'est une façon de voir l'horreur différemment et notamment en sortant du jumpscare et comme tu disais Kevin de tous les Blumhouse et tout
et compagnie. Et moi, la seule chose qui me fait peur, justement, par rapport à ça, c'est de se retrouver avec le public de ceux qui aiment ça. Ils seront là. T'es sûr qu'ils Ah seront oui, là? ils seront là, ça, c'est sûr, ils seront là. bien sûr. Parce que ça, c'est Mais ils vont les sortir. mecs qui sont dans leur salon, là, bien sûr. Ils vont sortir au bout de 2 minutes, ils vont en avoir marre. Et moi, il y a un autre truc qui me fait peur, c'est que justement, Hérédité, ça sortait de nulle part et on n'avait pas eu trop d'infos, on savait pas quelle était l'histoire et il n'y avait pas une thématique aussi forte, entre guillemets, que celle qui est dessinée là dans cette BA avec la secte. Et déjà, du coup, de voir un truc aussi clair, ça va peut-être parler d'autre chose, mais voilà, ça fait penser à The Wicker Man, ça fait penser à The Witch, ça fait penser à plein de trucs. Ça me fait un peu peur, du coup, d'être dans une thématique aussi forte et de voir comment il va le traiter. Et par ailleurs, il est survendu là. Le SDA, il est déjà très très fort parce que les. Oui, clairement. Je sais pas si c'est le producteur ou le distributeur. Comment il y a des critiques qui en parlent comme du prochain ouais, là, Kubrick. Il le partage là sur les réseaux en mode c'est le nouveau Kubrick. On avait dit aussi que Marie Martin, ça allait être le prochain Zidane. Oui, c'est vrai. N'oublions pas ça. Et il a fini à Dijon. Moi, j'avais mis beaucoup d'espoir sur Nolan Roux. Non mais mine de rien, ce qu'on dit pas assez, mais c'est No Ciné qui avait fait une émission sur ça intéressante avec Jordan Peele et Get Out et Us, c'est que le deuxième film, c'est pas évident quoi. Et là, il a fait un premier film super et il est attendu au tournant par les gens qui ont adoré, par nous en premier et puis du coup, il est survendu, donc attention quoi. Tu sais quand ça date Hérédité pour savoir combien de temps il a mis en 2018 ou 2017. D'accord. 2018. Ah oui, donc c'était il y a pas très longtemps. Ouais, c'était l'année dernière. Ouais, d'accord. Bah moi, je suis d'accord avec toi. En fait, j'ai un peu scrollé les commentaires vite fait parce que le film est sorti début du mois aux States ou je sais pas où. Il est sorti le 3 juillet, oui. Le 3 juillet, ouais, aux États-Unis. Donc il y a déjà des gens qui l'ont vu et qui en parlent un peu sur les commentaires. Et ce qui en ressort, c'est que c'est super perturbant. C'est un truc qui va te casser le cerveau et que la bande-annonce, elle te prépare pas à ce que tu vas voir. C'est ce que j'ai vu sans me spoiler. Mais du coup, je suis allé voir un peu pour voir justement les dates pour le réserver sur UGC. Et j'ai trouvé ça bizarre, c'est qu'il y a un avertissement sur le film qui te prévient sur l'ambiance qui dépeint, la violence et tout. Mais il est que au moins de 12 ans. Et en fait, je sais pas, je trouve ça assez paradoxal. Peut-être que c'est normal. Je pense que c'est psychologique surtout. Oui, je pense que c'est pas forcément des trucs hyper explicites à base de sang ou de... Ouais. Tu vois, c'est pas forcément du trash. Donc ça passe pour les moins de 12 ans, mais ça doit être très psychologique avec plusieurs niveaux de lecture. Ouais, tu vois. parce que sans trop spoiler, et c'est dur d'en parler sans spoiler Hérédité parce que tout est dans le spoil, mais on va essayer de pas spoiler, mais c'est très très psychologique et c'est il y a quand même un côté très très trash. Oui, mais c'est pas omniprésent comme j'emmène pas mon gamin de 12 ans voir mais ça. C'est pas omniprésent sur la longueur du film, et ensuite c'est quelque chose peut-être de viscéral au départ, mais ensuite qui vient s'intégrer en toi et qui te fait réfléchir et c'est là en fait. Mais il y a une scène, on va pas spoiler, mais il y a une scène, un gamin de 12 ans il voit ça, même si c'est juste une scène dans le film. Ça le marque. Oui, un gamin de 30 ans aussi, parce que moi je t'assurais que j'étais pas yambe. Globalement, moi je trouve que les films en France sont sous-évalués en termes d'interdiction. Quand tu vois la différence qu'il peut y avoir, alors certes les États-Unis sont très puritains et en gros eux c'est moins de 21 ans, tu vas pas voir le film. Moi je trouve que même Piranha d'Aja, qui était quand même un truc plutôt léger, voire comique à certains moments, t'as des grosses scènes. C'est super je bosse dans un ciné, je peux te dire que quand j'ai vu la lumière surallumée et voir des mômes qui étaient hauts comme ça, alors vous le voyez pas, mais très petits, pas plus gros que sortir de la salle et que je vais les contrôler pour connaître leur âge et qu'ils ont 12 ans, bah je trouve qu'ils étaient trop petits pour voir ce film. Il y a quand même un pénis en plein milieu de l'écran qui se balade pendant 1 minute. Il y a du sang partout, c'est hyper gore. Moi je trouve que globalement c'est sous-évalué. Voilà. Ton histoire me fait rire parce que j'imagine tu vas voir les gosses, ils sont en train de friter du shit dans leur main comme ça. Vas-y, c'était bien Piranha. Excusez-moi, vous avez quel âge? J'en ai 12 ans, vas-y, qu'est-ce qu'il y a toi? Moi je t'imaginais les interroger à la fin, ils sont en PLS quoi. Mais non, mais c'est ça, en fait c'était des mômes, enfin voilà, ça avait l'air vraiment d'être des enfants, c'était même pas des pré-ados quoi. Et je trouve que globalement c'est sous-évalué. Donc il y a certainement des critères qui sont pas les bons parce qu'effectivement quand t'as une violence psychologique c'est sous-évalué, alors que dès qu'il y a du sang ou quelque chose de violent, bah voilà, bah là on te dit ok c'est interdit au moins de 16. Ouais, c'est ça que je voulais en venir, c'est quels sont les critères en fait par rapport aux situations qu'un film peut dépeindre, etc. Est-ce que le Peggy du film il va venir rechercher contexte, voir la lecture pour dire ça c'est pas pour les enfants, je crois que c'est juste le langage et la violence graphique et le sexe. Ah oui, le sexe clairement, parce que pour revenir à Midsommar, en gros il y a moyen que par contre effectivement le public soit un peu décalé, que ce soit des gens qui en attendent pas autant et qui se retrouvent un peu à l'extérieur du truc. C'était arrivé avec des films comme The Witch et tout, comme It Comes at Night. C'était arrivé comme tous les films à 24 et justement voilà. Ouais. Justement ça me permet de faire la transition sur parce que The Witch est un film produit par A24. C'est A24 ou pas? Oui, Clément, il peut vous rappeler la liste des films. Et A24, voilà, mais juste pour rappeler un peu, A24 est une petite boîte de production américaine lancée en 2013, donc c'est très récent, et qui a fait de très bons films. On s'en rend pas compte, mais
Clément va nous faire la liste un peu des films qu'ils ont produits et vous allez voir qu'il y a des films qui vont vous sauter aux oreilles. Et on va faire un bien pas bien. C'est très subjectif parce que c'est les films que moi j'ai aimés et qu'ils ont produits, mais on fait un bien pas bien. On fait un bien pas bien. Donc Spring Breakers que bien. J'adore. Enemy bien. Génial, même Under the Skin bien. Bah bien. Attends, parenthèse. Ça clive. Très bien. Voilà, si vous aimez Scarlett. Non mais arrête. Non, mais c'est ça. Mais si on ne parle pas de Scarlett Johansson et qu'on parle du film lui-même, l'adaptation. Je suis pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Alors on parle du film en général. Il est moyennement, globalement bien. Mais moi j'aime pas la fin. The Rover. Un peu à poil. The Rover. Bien. Très bien. The Most Violent Year que moi j'ai adoré. Super. Chiant. Ex Machina pas vu mais je sais Très bien. Room c'est une claque. Très bien. Oscar pour Brie Larson. Avec Brie Larson, c'est celui-là. Et lui, il avait été nommé aussi, le gamin, non? Il avait été nommé, ouais. La La Land. Non, pardon, Moonlight. Parce qu'on m'a donné une mauvaise enveloppe. Ghost Story. Bien. J'ai adoré. Oui, bien. Un peu de la branlette, mais bien. Under the Silver Lake, alors les amis. Autant vous dire que là, super bien. Là, on est bien. Hérédité, donc. Bien. Climax de Gaspard Noé. Ah oui, c'est vrai. Alors, à mon avis, c'est juste qu'ils l'ont distribué. Oui, c'est incrusté là, Gaspard Noé. Oh, mais Gaspard, il est trop fort. T'avais pas besoin de ça, Gaspard. Et le dernier, mais pas le moindre, 90s de Jonah Hill. Que très bien. Et je me rends compte que j'ai quasiment tout vu. Ce qui est marquant dans ta liste, c'est que c'est quand même assez varié. C'est pas que du film d'horreur. C'est varié, mais c'est des auteurs. Et Clément, toi qui as la liste, c'est pas eux qui produisent aussi The Lighthouse? Ah si, sûrement parce qu'ils ont fait The Witch. Qui est donc c'est le même réal. Le nouveau film du réalisateur de The Witch. Et il y a un truc qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de premiers films dans cette histoire. Et donc ils soutiennent la jeunesse, wesh. Et il y a beaucoup de bons acteurs très bien dirigés, que ce soit Robert Pattinson dans The Rover ou... The Rover, ils ont vraiment une espèce de ligne éditoriale qui est super intéressante, je trouve. Ouais. Et ils sont beaucoup dans le renouveau du cinéma indé américain, je trouve. Et je trouve qu'ils arrivent à, si tu veux, à redonner un peu leurs lettres de noblesse aux différents genres. Par exemple, des films qu'on va cataloguer 90s typiquement, ça peut être un teen movie, quoi. Si on les regarde ça de très loin, ou les films d'horreur, ou voilà. Et ils arrivent vraiment à montrer la qualité artistique qu'on peut mettre dedans et donner les moyens aux auteurs de le faire, et surtout des auteurs nouveaux. C'est ça. Donc c'est ça super concurrence un peu Disney qui est en train d'avaler toutes les majors aux États-Unis. Ça tombe bien qu'on parle de A24 juste avant de parler du Roi Lion. Du Roi Million. Du Roi Million. Non, A24 c'est intéressant, c'est une boîte à suivre, quoi. Gros coup de chapeau à eux. Non, je vois, là, tu vois, je suis sur internet, là, et je regarde, il y a les Inrocks qui en parlent et tout, et pareil, gros éloge sur cette petite boîte et tout, en espérant qu'ils tiennent la barque, parce qu'ils ont tendance après, à dériver. Je sais pas par contre si ça marche. Peut-être qu'ils vont s'arrêter au 24e film. Je pense que l'Oscar de Moonlight, ça a dû quand même mais par exemple, aider. tu vois, est-ce que un Hérédité ou un, je sais pas, It Comes at Night a fait beaucoup d'entrées ou pas, quoi? C'est la question que je me pose. Ouais, c'est bien ce que je me dis. Mais It Comes at Night, c'est pas à 24? Vous l'avez pas listé? Je les ai pas tous cités. C'est à 24 aussi. C'est en fait les films d'horreur qu'ils font, c'est très vraiment film d'horreur psychologique. De toute façon, c'est un peu leur ligne édito, j'ai l'impression. C'est auteur, quoi. Et les Oscars, beaucoup de présence aux Oscars, parce que Moonlight qui prend le meilleur film, Brie Larson qui prend un Oscar pour Room, Lady Bird aussi qui était aux Oscars, exact, film de Greta Gerwig. Beaucoup moins fan par contre. C'était Woody Allen encore. Good Time aussi, enfin il était pas aux Oscars, mais Good Time qui est avec Robert Pattinson, qui est étonnant, et heureusement qu'il a eu ce renouveau après Twilight. Parce que The Rover, c'est le film des frères, je sais plus quoi là. C'était bien ça aussi. Donc voilà, tout ce qu'on a dit là, on vous le recommande. Si vous n'avez pas écouté, si vous n'avez pas vu ces films, vous n'avez pas écouté ce podcast, on vous les recommande. Oubliez Disney, oubliez Marvel, oubliez tout. Pas complètement quand même. Pas complètement. On va en parler au match retour. Non mais n'oubliez pas, mais ouvrez-vous à des choses nouvelles. L'avenir, c'est A24, l'autoroute du soleil. C'est pas celle-là qui va. Je fais juste une mini digression par rapport au film que je cherchais tout à l'heure sur Florence Pugh. Alors je ne sais toujours pas comment dire son nom. Mais le film c'était The Young Lady, qui avait été complètement salué par la critique, et notamment son rôle pour elle. Enfin son rôle pour elle, ça ne veut rien dire, mais bref, vous avez compris. Oui, ok, d'accord. Très bien. Bon, mais Midsommar, c'est très bien trouvé parce que c'est le milieu de l'été. Mais ce titre, on pourrait en trouver un meilleur. Je crois qu'en Belgique, ils disent Midsommar. Oh putain. J'ai capté 2 secondes après, quoi. Putain, on a fait 2 blagues de foot, on devient des beaufs. Ouais, mais on a toujours été des beaufs. D'ailleurs, tu passes la bière et le sauciflard, mon petit Clément, s'il te plaît. Thibaut Courtois, il s'est pris 7 buts. Oui, j'ai vu, ils ont pris cher. Gros Midsommar pour lui. En plus. On est en train de partir en podcast sportif là, et cela ne nous regarde pas. Le sport reste
au sport. Petite Nous, on référence. parle ciné. Et on parle titre là pour le coup. Parce que si vous deviez vous donner un titre nouveau à Midsommar, par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à la BA, quel titre lui donneriez-vous? Moi, je suis très théâtre en ce moment, donc ce sera. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? C'est quoi la référence? C'est une catchphrase, ça. C'est dans les fourrures de Scapin, wesh. Très bien. Oh là là, ta culture, Clémence. Mais je fais bien de demander, comme ça je me couche moins bête. Et oui, exactement. Je sentais que c'était du Molière. Quand même. Ça sonnait comme du Molière. Et là, prochainement adapté, comme tu l'as dit, par Disney. Par 24. J'ai bien aimé parce qu'il y a Diable c'est pas dedans. mal, ça résume pas mal. Moi, j'ai un titre, c'est Temple sommaire. Alors pourquoi? Parce que Midsommar et parce que la secte du temple solaire. Tiens, il prend une petite voix maintenant, il a peur de se faire Oh là vacher. là, attendez, j'en ai un. Attends, j'ai pas entendu l'explication de Clément. Donc pardon, c'est que la secte du temple solaire, c'est une secte qui a existé en France où il y a eu des suicides collectifs, genre 70 personnes, je crois, qui se sont suicidées. Ah ouais. Le temple tu casses solaire l'ambiance et le temple sommaire parce que ça a l'air d'être fait un peu en carton-pâte et tout, et ça fait référence au titre du film Midsommar. Voilà. Ah ok, c'est pas mal. Ok. Moi j'en ai 2. Waouh. Mais je crois que j'ai. Non, Clémence, vous voulez aller Non, mais j'en ai 2 aussi, vas-y d'abord. C'est bien comme ça. On se fait un battle de À chacun, allez. Vas-y. Alors, mon premier, c'est parce que c'est un festival et on les voit bien picoler. Et je vais rappeler ça Mitsoular. On est sur un Attends, autre délire. je réponds sur la même thématique avec mon premier titre, qui est Hellfest avec une punchline, c'est plus que c'était. Pas mal, moi j'aime bien. Ouais. Bah, du coup, je vais rebondir sur mon deuxième. Et là, il y a une petite. Il est un peu référencé. On va voir si vous avez de la culture cinéma. Je vais rappeler ça. Une fois en stage d'été. American Pie. Ouais, c'est ça. Moi j'étais sur à part une fois au chalet, mais. C'est pas pareil. Ok. Voilà. Clémence. Et bah, moi, du coup, mon deuxième, c'était Super Croix pour un bon lavage de cerveau. C'est pas parce mal. qu'il y a une croix sur la ils sont tous en blanc et tout. Ouais, ah ouais, moi j'aime bien ça. Super Croix, c'est une marque de lessive de produits ménagers. Cela me plaît. Mais du coup, le tien, il est mieux que. Moi, j'avais un titre un peu comme ça aussi. Ah, c'était quoi, Kevin? Moi, j'avais un titre un peu comme ça, mais le tien, il est mieux. Moi, comme c'est du lavage de cerveau et qu'il y a beaucoup de fleurs, je voulais appeler ça Ajax fête des fleurs. C'est bien aussi. Ah oui, c'est bien. Mais c'est mieux Super Croix. De produits ménagers. Super Croix, c'est mieux. Ça remporte. C'était quoi, Clémence, redis tout? Super Croix avec en punchline pour un bon lavage de cerveau. Est-ce qu'on mélangerait pas le titre de Kevin et le tien en faisant Ou, Ajax? tu veux dire ça un donnerait accouplement quoi? Ça donnerait Ajax fête des fleurs pour un bon lavage de cerveau. Mais Mais ça c'est fait mieux long, Super Ajax Croix. Ouais, mais fait c'est des mieux fleurs Super pour... Croix. En fait, Super Croix, c'est Super parce qu'il y a Croix, une c'est par rapport croix. à la croix. Ouais. Super Croix. Non, mais prends mon titre, Eric, discute Et sinon, pas. tu fais. Super Croix, fête des fleurs, tu vois. Sinon, tu fais pour un bon lavage de cerveau fleuri. Ah non, ça Mais non. Bon bah. Alors j'ai ça testé, hein. c'était la phrase de trop. Allez, ding 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 ding, c'est moi qui tranche de toute manière. Ce sera Super Croix pour un bon lavage de cerveau. Oui. Wow. Bravo. Grac. Et c'est Clémence qui gagne la palme du titre. Si t'aimes les ficus. Gloire à 24. Et à Feta Béa. Le film Midsommar, Super Croix pour un bon lavage de cerveau. Midsommar, de son vrai titre de Harry Astor, qui sort le 31 juillet, qu'on s'empressera d'aller voir parce que tout le monde est hypé par cette bande-annonce et c'est plutôt rare ces derniers temps dans Feta Béa. Et qui aura droit du coup à son match retour dans l'épisode numéro 14. Et ouais. Déjà. Mais en parlant de match retour, est-ce qu'on serait... Petite ambiance. Petite ambiance. Match retour. Partons maintenant pour une contrée sauvage et mystérieuse qui n'est autre que l'Afrique. L'Afrique. Quel grand pays. Et l'Afrique de Beyoncé Knowles. Dans la capitale, attention, La c'est pas capitale. n'importe où en Afrique. La capitale de l'Afrique, c'est le Kenya. Polémique. Hashtag polémique. On va nous prendre trop pour des débiles. Allez, c'est parti pour le match retour du Roi Lion version 2019. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant. C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. 3,
4. L'amour brille sous les étoiles. Il y avait pas d'une étrange lumière. Ben, c'est normal, on est en plein jour. Copier-coller. Contrôle V, Contrôle C. C'est plutôt dans le sens. Bref, match retour du Roi Lion version 2019 de Jon Favreau, le papa d'Iron Man et lanceur du MCU. Hein, voilà. Et ancien copain de Monica Geller qui a préféré se reconvertir. On venait manger des pâtes à Rome. Oui, et qui a préféré se reconvertir dans l'UFC plutôt que de faire son Chandler. Voilà, ça c'était la petite référence à Clément, c'est parti. C'est une référence à Friends. C'est dans Friends. Je connais c'est Friends, lui qui a fait le Roi mais pas Lion, autant. Si t'aimes les ficus. Bon, match retour du Roi Lion version 2019. On va pas se refaire l'histoire imaginée parce qu'on n'a pas eu besoin de s'en imaginer une. Hein, parce que la même. C'est la même. Douille ou pas douille, Clément? Alors pour moi, pas douille. J'ai même été agréablement surpris par le film parce qu'on avait des craintes notamment sur le plan technique par rapport à Scar notamment, qu'on pensait un peu raté au niveau du design peut-être du personnage, et je trouve que le personnage est très réussi. C'est dû notamment à Chiwetel Ejiofor qui fait une belle performance, je trouve, avec sa voix. Et on a un Scar qui est différent de dessin animé mais qui est aussi inquiétant, aussi machiavélique, sous des jours un peu gentils, etc. Et voilà, c'est une des craintes qui a été levée assez rapidement, les chansons aussi, donc je trouve que non, ce n'est pas une douille. Ok. Qui d'autre, douille ou pas douille, Clémence? Tout l'inverse, hein. Franchement, grosse douille, parce que, pas par rapport à la bande-annonce, même par rapport au dessin animé de base, parce que les chansons, c'est pas possible, ça n'a rien à voir. Scar, qui est mon personnage préféré du dessin animé, qui est juste théâtral, drama au possible, super drôle. Puis Jeremy Irons. Là, il est chiant. Ouais. Enfin, non, mais franchement, ça me met BDR rien que d'en reparler, quoi. Ah, ouais. Aïe, Kevin. Alors pour moi, c'est pas une douille parce que j'ai eu ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire une démo technique. Malheureusement, pour moi, le film, ça s'arrête là. C'est-à-dire que bravo, équipe d'effets spéciaux, ça fait du super taf. Merci beaucoup, on a beaucoup travaillé. C'est photoréaliste, mais pas bravo Jon Favreau parce que la réalisation, je l'ai pas vue. Donc on en parlera après, mais voilà. Aïe. Marion, on a déjà eu un peu son avis. Toi, t'es plutôt emballé. Hein, J'ai pas fini de me taire, hein, je te le dis. Johanna? Ça m'a pas réconcilié avec le Roi Lion, je m'en bats les couilles. Alors toi, t'es encore pire que tout le monde parce que toi, tu en as rien à foutre du Roi Lion dessin animé. C'est ça, je n'en ai rien à foutre du dessin animé qui m'a pas marqué. Je me souvenais de rien, pour tout te dire, à part de certaines chansons, puisqu'il y a une secte de gens de 30 ans qui connaissent toutes les chansons de Disney par cœur. C'est les pires. Que malheureusement je fréquente. Et au fait, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans le film parce que le côté technique, justement, me dérangeait. C'est-à-dire que comme c'est très photoréaliste, j'ai trouvé que ça ajoutait de la lenteur aussi au mouvement. Donc, pendant tout le début, j'ai trouvé ça poussif. J'ai pas compris la longueur en plus par rapport au dessin animé. Et je me suis dit, ça va être très long. Et au fait, au final, les 15 dernières minutes m'ont intéressée parce que comme je me souvenais pas de comment ça finissait, il y a eu tout d'un coup un moment où notamment Timon et Pumba sont arrivés et où c'est un peu plus dynamique et où je me suis dit bon allez, je m'accroche jusqu'à la fin, et à la fin ça m'a intéressé, mais je suis rentré chez moi, j'avais oublié le film, clairement. BDR. Ok, t'es déjà sur la note BDR. Bruno? Moi, grosse douille. Toi, comment? Moi, Colette. Non, je suis très en colère contre ce film parce que je le trouve j'allais dire maudit, mais c'est pas le mot que je veux dire. Il est maudit, malicieux. J'ai pas le terme. Non, je trouve maléfique. Sournois. Non, c'est pas sournois. C'est de l'arnaque et fallacieux. Opportuniste plutôt. Opportuniste. Non, mais même en fait, il te profite de ta nostalgie. Moi, qui adore le Roi Lion, j'ai grandi avec l'original. Il profite de ta nostalgie pour te mettre une douille profondément avec le pouce et tu t'assois dessus. Et non, je suis vraiment pas content par ce film, et on pourra rentrer dans les détails techniques après et tout, mais même ça n'a pas lieu d'être. C'est une aberration. Tuez-le. Et Romain? Et toi, Romain? Douille, pas douille. Assez difficile parce que on l'avait vu venir de loin. Enfin, c'est pas une surprise en fait. Donc c'est difficile de dire douille ou pas douille. Juste en relatant avec la bande-annonce, hein, parce que c'est clairement, comme je l'ai spoilé, un énorme copier-coller.
là où, bon, je l'ai pas vu, mais là où je sais que le Livre de la jungle ou même Dumbo ou d'autres réadaptations s'embarquent quand même vers des digressions scénaristiques par rapport à l'original, là on est sur la même chose, plan pour plan, dialogue pour dialogue. On a juste rajouté des choses ultra contemplatives dues à l'aspect photoréaliste et tout. Mais ça m'a sorti totalement de la magie que me procurait ce film. Et dès le début, je me souviens, parce que je me suis tourné vers Kevin après la première chanson qui est Je voudrais déjà être roi de Simba. Et je me suis penché vers Kevin, j'ai fait ça ne fonctionne pas. Là, ça ne prend pas. Mais voilà, en fait, non. Déception, oui et non. En même temps, j'y allais pas non plus avec une grande attente. Mais j'espérais quand même passer un bon moment. Et je me suis en fait ennuyé. C'est triste à dire, mais ça m'a surtout donné envie de revoir le 94. Je suis d'accord avec toi. À partir du moment où il y a eu cette chanson là, je voulais déjà être roi. Moi, je me chantais, je voulais déjà être loin. Je voulais me parler. Et non, mais même avant, mais en fait, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que douille par rapport à la BA quand même pour moi personnellement, parce que quand je voyais la BA, la musique, ça me hypait de dingue. Et moi qui ai vraiment saigné Le Roi Lion dessin animé étant gamine, j'avais trop hâte de le revoir, même si c'était en photoréaliste, et j'étais assez indulgente par rapport à vous vis-à-vis de ça. Et là, il se trouve que c'est même pas la chanson de Simba, c'est avant, c'est l'ouverture du film, le fait de voir que c'était plan par plan. J'avais jamais fait cette expérience sur les autres adaptations Disney que j'ai pas vues forcément. Et du coup, ça m'a vraiment fait bugger le cerveau, ça m'a mis mal, j'étais complètement perdue parce que je me suis dit, mais pourquoi alors, à quoi bon et pourquoi c'est plus lent et pourquoi c'est pas pareil? Il n'y a aucun souffle par rapport à ce que je pensais. Il n'y a pas de souffle ni dans la musique, ni dans les doublages, ni dans les mouvements. Voilà. Mais je crois que ça vient surtout du fait qu'ils ont fait un mauvais choix artistique. C'est un choix qui est très impressionnant. Je pense techniquement, pour qu'on voit un peu les avancées justement du CGI, des VFX, etc. où là, ouais, clairement ils ont atteint un niveau de photoréalisme qui est impressionnant. Mais si ça n'a pas de but ou de visée artistique, moi je vois pas l'intérêt en fait. Et ce qui m'a beaucoup déçu, c'est vraiment la mise en scène du film. Je sais pas si vous vous souvenez bien du film de 94, mais il y a quand même à un moment il y a un travelling compensé, à un moment t'as la caméra qui suit les gnous. C'est quoi un travelling compensé? C'est ce que Hitchcock a inventé, qu'on appelle aussi le transtrave. Ouais. C'est quand tu fais un travelling en faisant un dézoom ou un zoom, ça dépend comment tu veux le faire, dans quel sens, et ce qui crée, tu vois dans les dents de la mer, dans les dents de la mer quand le visage il reste quasiment stable et que t'as l'arrière-plan qui a l'air de s'étirer, tu vois. Comme dans Vertigo quand il a le vertige. Exactement. Et du coup, c'est à quel moment dans Le Roi Lion? C'est quand Simba lève la tête et que les gnous commencent à arriver en haut de la montagne. D'accord. Et voilà, donc il y avait plein d'idées de mise en scène dans le dessin animé 2D qui étaient super intéressantes. Et là, justement, je me dis, la 3D, ça permettait avec ta caméra virtuelle de faire des trucs potentiellement plus ouf, c'est-à-dire avoir une vision peut-être plus grand spectacle, parce que je pensais que c'était un peu l'idée qu'il y avait derrière le film. Il y a quand même ça, il y a des plans subjectifs, notamment sur la poursuite des gnous. Moi, je les trouve pas terribles. Je trouve que vraiment la caméra, elle est paresseuse, quoi. Et je sais pas, moi, ça m'a gêné. Je me suis dit, et justement avec ce surréalisme qu'il y avait et ce paradoxe de je fais des chansons et j'essaie de mettre de l'emphase dans ce qui se passe, que la caméra soit molle comme ça rajoute vraiment de la lenteur au film, et vraiment tu t'ennuies, quoi. Enfin, je trouve, hein. Je suis d'accord avec toi, et pour rebondir sur ce côté justement 3D CGI qui est le parti pris aujourd'hui de tous les films d'animation, ça devrait justement pouvoir permettre, comme tu le dis, des aspects de mise en scène comme dans le jeu vidéo, de pouvoir faire des trucs de dingue. Et pas simplement du copier-coller, mais aussi l'autre problème clairement avec ça et cet aspect photoréaliste, National Geographic, documentaire là, c'est qu'on perd toutes les émotions et qui me font perdre dans les personnages, sur les personnages et sur leur visage, et qui m'ont fait perdre la mienne aussi. Là où Simba, Scar ou même les hyènes qui sont ultra expressifs, ils sont ces personnages ultra expressifs. Là, le fait que c'est des animaux en fait, comme on les connaît, comme ce que tu peux les voir aux zoos ou même en safari ou tout simplement dans leur milieu sauvage. Voilà, ils ressentent aucune émotion hormis à travers peut-être le dialogue et tout, mais un peu ça les yeux. Pardon, mais je suis absolument pas d'accord avec ça, pas du tout d'accord. Non, déjà parce que le film m'a touché, donc c'est qu'il m'a transmis une émotion et qui est pas que basé sur la nostalgie. Et deuxième chose, c'est que je trouve que c'est un des trucs les plus réussis du film, alors que c'était ce que je craignais, c'est-à-dire l'animation des visages et tout. Je trouve que Mufasa, le regard qu'il a, moi ça m'a touché. C'est la même chose pour Scar et tout, Timon et Pumba. Oui, c'est photoréaliste, mais ils ont trouvé
une façon, je sais pas, de rendre le regard expressif. Ouais, mais c'est le regard. Ce que je dis, c'est le regard, c'est pas le visage. Ouais, en fait, pour moi, il y a un problème avec les mouvements quand même visage, dans le. Tu veux être expressif avec les joues, enfin, je sais pas. Bah c'est si, le regard, si, pardon, mais dans le dessin, justement, le côté dessin animé. Cartoon, là, oui, mais le côté dessin animé permettait ça et rendait plus expressif. Quand tu exprimes une expression, c'est avec tout ton visage. Je trouve que dans le dessin animé, avec les yeux et la voix. Les oreilles de Simba. D'accord, mais ça n'est pas un cartoon. C'est un film réaliste et je trouve qu'ils ont trouvé la manière de le faire. C'est entre le documentaire, ce qui est des fois un peu perturbant. Effectivement, quand tu vois un insecte pendant 5 minutes, tu fais bon, ok, vas-y, envoie-moi de l'histoire, envoie-moi un truc. Mais là, je trouve qu'il y a un dosage qui est bon sur les visages et tu reconnais qui est Nala, tu reconnais qui est, alors que c'est des lions en fait. Enfin, ce serait triste qu'on les reconnaisse pas quand même. Oui, mais en fait, je suis d'accord que tu reconnaisses les visages et que au niveau des expressions, il y a certaines choses qui passent par le regard. Mais moi, ce qui m'a manqué en termes d'émotion notamment, c'est l'humour du Roi Lion qui passe aussi beaucoup par les sourires, que ce soit les sourires narquois de Scar ou l'espèce de côté insolent qu'a Simba. Ouais. Moi je trouve que ça m'a énormément manqué, même sur Timon et Pumba où à la limite c'est presque avec eux que ça passe le mieux, mais même chez eux ça m'a manqué. Je trouve qu'il manque l'humour du Roi Lion et que ça passe aussi par leurs expressions du visage. Ouais, je suis pas vraiment d'accord parce que je trouve que ce qu'a amené Jon Favreau justement c'est l'humour sur ce film, c'est-à-dire qu'il a réactualisé l'humour du Roi Lion. Bon, ils ont gardé des vannes qui marchaient déjà à l'époque, mais je trouve que les vannes qu'il a rajoutées notamment sur Timon et Pumba fonctionnent très bien. Après je suis d'accord avec toi sur Simba bébé, enfin enfant. Simba on dirait une peluche, alors que vraiment ce qui le caractérise dans le dessin animé c'est qu'il est insolent et que et même enfin moi en termes d'émotion parce qu'on est là-dessus donc je poursuis, mais il y a des moments qui sont charnières dans le film, en tout cas dans le film de 94, comme le moment où Simba décide d'aller de reconquérir son royaume, ou le moment où Nala et Simba se retrouvent, qui passe à une vitesse, mais c'est presque instantané en fait. Il la reconnaît, Nala, Simba, oui, ça va. Et il y a plein de moments comme ça où ça m'a dérangé. C'est pareil dans le dessin animé. Non, alors non, pas du tout. Alors je trouve que l'émotion c'est même pas une question de découpage, c'est une question d'expressivité. Effectivement, c'est que dans le dessin animé, la manière dont ils sont animés, dans leurs oreilles, dans leur posture, dans leurs yeux qui s'agrandissent, etc. Tu le vois tout de suite, même sur un temps égal. Mais ça tient peut-être à quelques secondes en fait, mais il y a un côté instantané qui m'a dérangé sur plein de moments charnières. En revanche, là où je suis pas d'accord, c'est sur la scène d'ouverture, parce que pour le coup, même si c'est du plan par plan, juste en tout cas pendant cette scène d'ouverture, la nostalgie, moi, m'a un peu prise et j'ai été assez émue en fait pour cette première scène. C'est vite passé parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que tout le film allait être un peu comme ça, mais la scène d'ouverture moi m'a fait complètement kiffer. Pareil. Et Scar, j'ai trouvé ça super intéressant que justement il ait pas une crinière noire et que ce soit pas le dessin animé, mais que ce soit entre guillemets un vrai lion qui soit abîmé et qui soit effectivement moins noble que son frère en fait, parce que au final, dans la nature, c'est ça, c'est que les femelles seraient attirées par un lion comme Mufasa et pas comme Scar parce qu'il n'a pas les bons attributs et du coup, ça le rend hyper menaçant, je trouve. Et du coup, alors, c'est là où l'humour de Scar, on le perd, mais je trouve qu'il a l'air quand même beaucoup plus inquiétant et beaucoup plus machiavélique que dans le dessin animé. Inquiétant peut-être, mais pas machiavélique. Ouais. Parce que machiavélique, vraiment, ça passe dans le dessin animé par sa manière de jouer et d'en faire des tonnes dans le ton, etc. En mode mielleux, en mode notre petit secret. Tu vois, là, il le dit pas du tout comme ça. Du coup, tu vois pas ce machiavélisme-là. Mais par contre, effectivement, t'as peut-être pas tort. En fait. Il est peut-être plus inquiétant parce que plus brut. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve aussi dans les chansons. Et là, je voudrais juste parler un peu des musiques, parce que Clémence, elle avait déjà ouvert un peu la parenthèse. Dans les chansons, et notamment celle de Scar, on retrouve ce côté machiavélique. Là, ils l'ont complètement gobé. Bon, ça peut se comprendre et tout, parce qu'aujourd'hui, ça passe plus ce genre de trucs et tout. Faut rappeler que la chanson de Scar est un peu nasillarde. Hein. Ah bah là, elle est un peu inexistante. Là, elle est un peu inexistante quand même. Hein. Mais toutes les chansons et là elle est tronquée à mort. Ce côté adaptation et tout, je voudrais déjà être roi qui en fait s'amuse à partir sur plein de tableaux ultra colorés et tout, avec des courses en autruche et des choses qu'on retrouve notamment chez Disney. À chaque fois que ça part en chanson, ça part en choses montagne d'animaux, voilà et tout. Et là, comme c'est ultra réaliste, ils ont pris aussi le choix de garder ce côté réaliste pour ce qui est des chansons. Et donc pour moi, c'est très plat, c'est très terre à terre et ça y a pas d'envolée du cœur, il n'y a pas d'envolée lyrique à part dans leur très mollo. Tu parles de l'image parce que l'interprétation vocale elle est incroyable. Oh oui, elle est super. Non
insupportable surtout. Ah bon, on n'est pas d'accord du tout là. Pour revenir sur les chansons, moi je crois que c'est aberrant comme choix d'avoir gardé les chansons en fait dans cette adaptation. Je suis d'accord. Il faut choisir, soit tu veux faire un truc réaliste et là dans ce cas tu repenses totalement l'œuvre en disant ça va être méga réaliste, pas de chansons, on s'en fout, on fait juste l'histoire telle qu'elle est et limite on te fait des scènes en plus, enfin après vous faites votre tambouille, vous êtes Disney, vous faites ce que vous voulez. Là ça marche pas, je trouve, les chansons marchent pas parce que après ils parlent quand même. Oui, peut-être, mais ça marche pas le côté chanson parce que si tu veux, les chansons elles sont vachement dansantes, tu vois, sont vachement, c'est dans les envolées, ça explose et tout. Et là, avec le style graphique et la manière dont c'est foutu de mis en scène ou quoi, bah ça marche pas en fait. Ou faites-les danser, je sais pas, faites un truc. Non, moi ça m'a fait penser, je suis d'accord avec vous, ça m'a fait penser les animations faciales à des films comme Air Buddy ou les trucs avec les animaux qui parlent. Qui sont animés, tu sais, qui passaient sur M6 l'après-midi, où t'as juste la bouche qui fait blabla. Eddie McDowell. Ah oui, je sais pas, il y en a plus mille. Ah oui, je vois, les trucs comme ça. Sérieux. Non, mais vraiment. Mais en fait, je vais essayer de mettre les mots, mais voilà, je pense que tout découle, là je suis d'accord avec Kevin, tout découle d'une vraie erreur de direction artistique. La raison pour laquelle ils ont voulu mettre en photoréaliste, pour moi c'est une erreur. Je peux comprendre et je suis d'accord avec leur idée de remasteriser leur licence pour les mettre à jour pour des nouvelles générations. Ça je trouve c'est pas mal, pourquoi pas. Mais moi je me dis putain, t'aurais fait ça dans un style Pixar à la Ratatouille, mais la tuerie, tu vois. Tu peux garder l'expression, tu peux garder les envolées, tout ce que faisait le Roi Lion de base en parlant à une génération actuelle, et tu n'aurais pas eu tous ces problèmes qu'il y a là où justement même les lions qui sont photoréalistes, et c'est différent d'être en 3D. CGI et photoréaliste, c'est pas forcément la même chose. D'être en image de 3D, film d'animation comme Pixar, c'est un film d'animation qui garde les mêmes codes, qui peut être aussi expressif qu'un film en 2D comme le Roi Lion de base de Disney et tout ça. Mais photoréaliste, ça implique tellement de choses pour que ça fonctionne. Et là, ça fonctionne pas parce que du coup, leurs animations, ils ont dû trouver un entre-deux pour que ça reste réaliste, donc on peut les rendre moins expressifs, mais du coup j'ai même l'impression que les acteurs, les doubleurs, ils ont dû être moins expressifs et moins s'envoler dans la voix, et du coup ça donne quelque chose de très très plat. Du coup dans la réal, comme tu disais, dans les chansons, ils ont pas pu faire des trucs de dingue où les animaux volent, font des roulades, se montent les uns sur l'autre parce que ça marchait pas. Non mais c'est ça, dans l'original t'as des flamants roses qui font des poiriers sur des girafes, et tu te dis mais what the fuck, tu vois. Et ça c'est un jeu de mise en scène et ça marche pas en photoréaliste, et du coup je pense qu'ils se sont mordus la queue, ils se sont retrouvés bloqués. Et là où ils ont pu rajouter, c'est sur des plans contemplatifs qui sont très très beaux techniquement et tout ça. Ou bien tu joues le jeu à fond, quoi. Un scarabée qui transporte une boule de caca pendant 5 minutes. Faut mais pas c'est spoiler cette scène. Mais je pense que Clément a vu le côté Malik de ce Roi Lion. Mais voilà. Mais totalement. Mais pour rebondir ce que tu dis, Clément, et pour résumer un peu ce qui a été dit aussi, ce côté photoréaliste. Moi, c'est clair que en termes de mise en scène, c'est soit tu fais l'un, soit tu fais rien. Tu fais l'un. Mais alors tu fais un documentaire. Voilà. Mais justement, est-ce que ça aurait pas été plus intéressant d'avoir vraiment prendre le parti d'aller à fond dans le truc où les animaux ne parlent pas et on suit comme un docu l'histoire du Roi Lion, donc avec quand même le scénario, mais peux pas appeler ça t'enlèves dialogue, t'enlèves tout. Oui, mais en fait le Roi Lion en particulier est problématique parmi les Disney parce qu'ils ont peut-être sous-estimé le fait que justement c'était une sorte de réécriture d'Hamlet, que c'était très théâtral quoi, vraiment, et ça colle pas avec un truc plus documentaire. En fait, vous considérez pas l'ensemble des choses, c'est-à-dire que tous leurs films live action sont photoréalistes. Ils ont pas fait un film avec une animation en mode Pixar. Mais La Belle et la Bête, elle est photoréaliste, le Livre de la Jungle aussi. Donc ils se sont dit le Roi Lion on va faire la même chose. Oui, mais le Livre de la Jungle ça marchait mieux. Changer de style. Pour le coup, j'ai juste vu le Livre de la Jungle et je trouve que ça marche mieux. Je sais pas si c'est parce qu'il y a Mowgli qui est un humain avec eux et que ça apporte un attachement émotionnel. Je pense que ça joue. Mais par contre, moi, il y a un problème dans le Livre de la Jungle, c'est que je trouve que le Roi Louis est exceptionnel, notamment quand il chante, mais Bagheera et Baloo pour moi sont complètement ratés en fait. Ils font enfin en tout cas c'était vraiment c'était pas du tout pour critiquer au départ, c'était vraiment, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai vu le film. Je pense que du coup tu peux pas faire l'un et tu peux pas réussir l'un et l'autre. Il y a peut-être écoute, sur le Livre de la Jungle, moi j'avais vraiment eu un plaisir à écouter les voix des acteurs qui faisaient le doublage et à entendre vraiment leur voix, très bien doublé. C'est cool. L'histoire c'était pas du tout la même plaquée plan pour plan et ça j'avais adoré, et le côté photoréaliste je l'avais trouvé magnifique et j'étais à fond dedans. Je te dis, à part Bagheera et Baloo qui sont quand même deux personnages hyper importants, moi je trouve que le film était plutôt réussi globalement, et en fait je pense que ça tient aussi au bouquin malgré tout parce qu'ils se sont inspirés un peu des deux, mais là effectivement quand tu peux pas te rabattre sur une alternative de scénar et que t'as que l'original en tête et que l'original est 10 fois mieux, c'est vrai que c'est un peu difficile. Après, je pourrais pas dire que j'ai détesté non plus le film. J'ai aimé, mais je pense que j'ai été
indulgente par rapport au rythme et par rapport à plein de choses parce que j'ai la nostalgie derrière de l'ancien. Mais contrairement au livre de la jungle, je trouve qu'il y a un vrai problème de doublage. Moi je l'ai vu en français, vous l'avez vu en anglais, on a tous le même ressenti. Donc est-ce que ça tient à la performance des acteurs? Moi j'ai aimé le doublage. Ah pardon, mea culpa. Mais en gros, est-ce que ça tient à la performance des acteurs, à la direction, ou est-ce que c'est lié au manque d'expressivité de l'animation? Ah, vous avez 4 heures. Moi, je pense qu'ils ont dû s'adapter après, je sais pas. Mais moi, j'ai un dernier petit point, en fait. Et avant de le dire, je veux vraiment préciser que je séparais la technique, c'est-à-dire que le travail de rendu d'animation qu'a réussi à faire le studio, qui apparemment, j'ai vite fait regarder, c'est ceux qui ont fait Détective Pikachu et Godzilla et tout. C'est très bien foutu. C'est très, très joli, c'est très bien fait. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais je pense que c'est vraiment un problème de direction artistique. Et en fait, ça m'amène à mon dernier point. On en parlait l'autre jour avec Kevin. C'est qu'on a eu un ressenti. C'est qu'on était dans la Uncanny Valley sur des animaux. Alors, Uncanny Valley, c'est cette zone, un ressenti que tu as quand sur des personnages androïdes, robotiques ou des poupées qui sont censées ressembler à des humains mais qui ne ressemblent pas assez. Ouais. Et il y a une gêne, en fait, il y a un rejet du cerveau, de la conscience vis-à-vis de ça. Et en fait, moi, j'ai ressenti ça sur des animaux et je pense que c'est vachement... Je sais pas si je suis seul, je sais que... dis-moi si je me trompe, mais on en a parlé ensemble. Ouais. Mais moi, j'ai ressenti ça, apparemment toi aussi, ça prouve qu'il y a quand même un problème. Ils se sont perdus quelque part dans la manière de recréer les lions, les personnages, de les animer, de les mettre en scène, de les faire s'exprimer. Enfin, je trouvais ça assez étrange. Et Johanna, tu te tais depuis tout à l'heure, alors que toi aussi, hein, bon, c'est pas l'Afrique, c'est l'Asie, mais ça reste un royaume mystérieux et sauvage. Hein tu te tais, tu nous écoutes. Mais parce que c'est super intéressant votre débat là sur la technique, tout ça. Moi, j'ai été gênée par la technique, mais je savais pas mettre des mots dessus, donc merci Bruno. Et moi, c'est ce qui m'a le plus gênée, c'est vraiment le rythme. Je sais pas d'où viennent ces minutes de plus qu'ils ont ajoutées. C'est très contemplatif, c'est beau, c'est ça. Mais c'est très poussif aussi. J'ai trouvé que ça mettait beaucoup de temps à démarrer. Voilà, il y a quand même c'était long. 45 minutes, voire 1 heure de plus que l'original. Non, il y a 30 minutes de plus, exactement. Après, ils ont rajouté une scène avec de plus, mais 45 minutes ressenties. Un moment que j'ai bien apprécié dans le film, et c'est rajouté par rapport à l'original, c'est la chanson de Timon et Pumba, Wimbo. Celle-là, elle était vraiment cool. T'as tous les animaux qui s'y mettent. Ils vivent en communauté, en fait. Ils sont pas tout seuls. C'est des gros babas cool, en fait. Dans celui-là, il manquait le gros d'air là dans la scène. C'est des zadistes. C'est une communauté vegan nihiliste. Vegan, ils bouffent des insectes. D'ailleurs, en français, c'est un peu les seuls au niveau doublage qui assurent. C'est donc Debouze et comment il s'appelle? Assise Debouze. Ivanov, c'est Alban Ivanov et Debouze qui doublent Timon et Pumba. Pardon. Et c'est les seuls pour lesquels il y a un truc qui ressort, je trouve. C'est les seuls qui arrivent à nous faire rire pendant le film. Et, voilà. en anglais aussi, parce que Seth Rogen, il est quand même super en Pumba. Mais en fait, je me dis que sur le doublage, je pense qu'à part Seth Rogen sur Pumba, les autres, c'est pas des acteurs de ouf. Non, justement, c'est des chanteurs. Voilà. Et alors que le livre de la jungle... Donald Glover, il est acteur. Et donc les autres acteurs, c'est on a Beyoncé Knowles et Donald Glover, donc Childish Gambino, qui font Simon et Aidez-moi. Simon et Déborah. Simba et Nala. Et donc, ça chante bien, mais il y a un moment où j'en pouvais plus, c'était les vibes. Les vibes. Il y a quelques vibes. C'est pareil en français, mais vraiment beaucoup. Ouais, toi tu l'as vu en français, c'est pareil. Ben City. J'aime bien le R&B. Ben City, c'est une autre Scylla là. C'est Anne Scylla qui est une des nanas qui avait fait The Voice. The Voice, il y a quelques années. Star Academy. C'est ça. Marion, tu viens de faire un truc du FN, genre j'ai des amis noirs et j'aime bien le R&B. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir énormément de vibes dans le R&B, que ça peut saouler beaucoup de gens. Moi, j'avoue, je suis assez friande de ce genre de musique et ce genre de vibes, mais là, même moi, j'ai trouvé ça un peu too much. Je voudrais déjà être roi. Alors en mieux, mais non, mais c'est pas possible. Non, mais tu vois, c'est comme le film, c'est techniquement impressionnant, mais c'est trop quoi. C'est ça, c'est trop en fait. J'ai l'impression que c'est du beurre. Du bon beurre. C'est du bon beurre salé. Mais sur du mauvais pain.
Le pain il est un peu sec. C'est tout ce qui est venu. Bon, on a fait un peu le tour du débat. Vous avez des choses à rajouter parce que je vais ouvrir la partie note BDR et ça discute et ça s'en fout et ça écoute pas les gens. Non, mais me parle. C'est le milieu de l'été, ça, c'est normal. Et c'est la fête au bout de la table là-bas. Dernière fois que vous êtes ensemble, vous deux. La fête des fleurs. Je vous sépare à la prochaine fois. Désolée. Je suis la seule à rigoler. Et on se regarde dans rigolo. On a beaucoup rigolé toute seule. Bah, partagez, qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, c'est trop tard. Non, rien, c'est trop tard. PTG. Très bien. Ouais. Tu entendras au montage. T'écouteras bien en montage. Ouais, je mettrai en solo. Bon, on fait quoi là? La de BDR, ok. Il est insupportable ce mec. Donc oui, on passe à la note BDR et on s'en fout du BDR. Ah, la note BDR. On s'en bat les couilles de vous là. On est tous BDR à part Clément. Moi je suis pas BDR. Non, mais j'ai rien. Clément, à toi la parole. Attendez, il faut que je lance les choses parce qu'il y a des gens qui débarquent et ils vont dire c'est qui cette bande de zigotos, on comprend rien à la podcast. Bonjour, nous sommes fait taber un podcast. C'est une vraie jungle donc, ici. Le tuto expliqué sur une note du BDR, le BDR étant le bout du rouleau et ainsi l'échelle déterminant à quel point un film nous a plu ou pas. Quelle note lui donneriez-vous, Bruno? Écoute, moi pour une fois je t'ai préparé un BDR en suivant les règles. J'ai fait comment ça s'appelle quand tu mets des lettres à la place des mots? Un acronyme. Un acronyme. Il fait peur à chaque fois qu'il a préparé un truc en fait. Je suis aujourd'hui avec ce magnifique film, je suis DLJTJECGIADBDP sur 20 BDR. Et ça veut dire dans la jungle, terrible jungle en CGI avec des blagues de Proult sur 20. Merci, au revoir. Ok. Marion, sur l'échelle du BDR, où te situes-tu? Moi, je mettrais quand même la moyenne. Voilà. Elle a cru, c'était tes profs. Je mettrais la moyenne. Doit mieux faire, mais voilà. Au rattrapage. C'est quoi la moyenne du BDR? C'est ta moyenne à toi, c'est très subjectif une note BDR. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça en dit long sur l'esprit des gens, la manière de noter le BDR. Non, mais t'es mitigé quoi, BDR. Oui, je suis mitigé parce que je trouve qu'effectivement il arrive pas du tout à la cheville de l'original. Mais j'ai pas non plus passé un moment horrible. Je trouve qu'il y avait des longueurs et plein de trucs qui fonctionnent pas, mais la nostalgie a quand même fait son job. Ok. Clément, sur l'échelle du BDR. Moi, toi, t'es CTRL-C, CTRL-V BDR. Moi, je suis F5 BDR. C'est-à-dire que je trouve que la mise à jour qui a été faite fonctionne à moitié. Voilà. Ah. Donc, tu mets la moyenne aussi? Oui. Merci. Ça m'a plutôt plu, mais j'ai été déçu qu'ils reprennent vraiment exactement les Tableau mêmes d'honneur? Tableau d'honneur? Non. Ah, ok. Même pas. Ça fait encouragement? Non, parce que s'il continue dans cette voie, non, c'est plutôt. Ouais. Plutôt, c'est le chien de Mickey. Johanna. Fermez-la, putain. J'en peux plus de moi. Moi, je suis BLCH, bas les couilles de l'Himalaya. BDR. C'est plus le Kilimandjaro, là. Clémence. BDR 10 sur 10. Oh là là. Je dirais une Renault. Chérie, tu sors la BDR 10 du garage, hein, faut qu'on y aille. Pas de problème. Est-ce que quelqu'un peut arrêter Romain? Arrête. Là, c'est la fin. Kevin. Moi, je suis AQB. Aquabon. C'est tellement moche comme acronyme. Voilà. Aquabon. C'est tout, c'est Aquabon, quoi. Après, Aquaman. Voilà. Aquabon. Il est dans l'eau, il fait des bons. Aquabon. L'homme crapaud. Je suis sûr que ce serait plus intéressant que le rallier. Et ben moi je suis CPP. Hein. Si toi t'es AQB, moi je suis CPP. C'est plus possible. Hein? Non, je suis même CPPC. C'est plus possible ça. Voilà, donc c'était le Roi Lion version 2019 qui a pas marqué énormément, mais qui a pas non plus dégoûté. Hein. Voilà, c'était pas. Ça se laisse regarder. Ça se laisse regarder. On vous encourage à y aller si vous voulez, mais si vous voulez vraiment kiffer tout ce qui est la couleur, la magie de Disney, vraiment. La ressortez votre VHS. Voilà. Au ciné, je trouve ça moyen de payer un billet pour ça, tu vois. Moi, j'ai un critère sur les films au cinéma pour savoir si j'aime ou pas. C'est quand je pense à mon envie de pisser. Enfin, je sais pas, tu sais, t'as tout le temps envie de pisser. On va se dire au revoir maintenant. Allez, c'est parti. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà. Alors, le match retour du Roi Lion qui vient de s'achever dernièrement.
Et la BA de Midsommar que nous avons goulûment décortique. T'aimes bien ce mot goulûment. Goulûment. Ouais. C'est un peu dégueulasse. Et donc Midsommar, un super croix pour un bon lavage de cerveau, notre Titano qui finira sur notre affiche. En plus, ils ont des tuniques blanches. Qu'on a hâte de voir et qu'on se fera au match retour de l'épisode suivant. Et pour l'épisode suivant, laissez-moi essayer de vous teaser ça un peu. J'espère qu'il fera pas trop chaud. J'espère qu'il fera pas trop chaud. Pas trop chaud. Demain des lobes. J'espère qu'il fera pas trop chaud. Demain des lobes. Non, la semaine prochaine, on va aller faire un tour du côté des cousins de la famille. Parce qu'il n'y aura pas toute la famille, mais il y aura juste les cousins. Il y aura les cousins Hobbs et Shaw. Oh putain! Ouais, le spin-off de la plus grande saga de voiture de siècle. Arrêtez-moi. La seule saga de voiture. J'ai pas compris les cousins. Est-ce qu'on peut arrêter, Romain? Bah parce que c'est les cousins Hobbs et Shaw. Mais toi, c'est un truc du film, d'accord. Toi, t'as vu zéro Fast and Furious. Moi, j'ai vu le 1. Pareil. C'est tout. Mais j'avais aimé le 1, mais j'ai vu aucun autre après. Je crois qu'ils sont sur Netflix, donc grosse semaine rattrapage pour tous. Absolument on pas. m'a offert l'intégrale à mon anniversaire, ils sont encore sous blister. Non, je me mate pas les 8. Hein. Et donc voilà, oui, détour sur la famille, bim bam boum, et les deux plus gros costauds qui sont arrivés au milieu, ils sont arrivés un peu vers la fin, mais qui ont bien marqué les choses. Il est arrivé épisode 5 et Statham juste non, épisode 7 Statham. Ouais, mais fin épisode 6, on commence à le voir. Le mec est fan. On le voit. Ouais, je suis fan de mais on est ultra fan de Fast and Furious. Fast and Furious, c'est le temple de ma beaufitude. Dis bonsoir, Kevin. Bonsoir, Kevin. Bon, je crois qu'il y aura moins de voitures dans celui-là, mais il y aura beaucoup d'actions. Attends, pardon, je réponds à Clément qui s'est intéressé à ma petite réplique de film, contrairement à toi. Vous faites votre podcast tout seul de votre côté. Donc, dis bonsoir, Kevin. Bonsoir, Kevin. C'est maman, j'ai raté l'avion. Merci. Bah oui. Tout ça pour dire ça? Oh, tu veux pas qu'on conclue pour parler normalement? J'aimerais bien conclure, mais on me coupe pour faire des répliques toute seule là. Ok. Bah attends, faut que je recommence tout. Bonjour. Non, allez. On vous dit à très prochainement, les amis. Restez sur les réseaux, on le rappelle, Spotify, iTunes, SoundCloud. Le site internet. Le site internet où vous allez trouver toutes ces infos, www.fetab1.fr. Et le Facebook et le Twitter. Et vous connaissez la rengaine. On vous dit à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 14. On vous embrasse, on vous fait des poutous. Et salut la team. Salut les ficus. Gloire au grand Dieu, Fetabéa.